Avec un vocabulaire de vent et de désert, errant entre l'Égypte et la Grèce, Yves Dana réveille la force inaltérable des empires enfouis dans la poussière des temps. Ses sculptures dialoguent et s'animent de contrastes obliques sous la lumière zénithale. Arcs vibrants d'énergie contenue, signes cunéiformes érodés, reflets de pierres noires longtemps polies par les sables, effigies de divinités antiques. Yves Dana maîtrise sa technique avec une rare virtuosité, faisant jaillir des sculptures sereines et immuables. Mais c'est commencé chez moi par un jeu. Au fond, j'étais enfant, j'avais 12-13 ans, et j'avais ni l'idée de faire de la sculpture, ni l'idée de faire un métier. J'aimais aller dans des décharges, aller chercher des objets, aller les mettre ensemble avec des moteurs, avec des sonorisations. Donc il y avait une espèce de côté très ludique. Et j'ai commencé comme un pur plaisir d'assembler des choses. Et je pense que venant d'une famille où on a dû s'exiler, on a quitté l'Égypte en 61, je pense que dans cette volonté de vouloir rassembler ces choses, il y avait l'idée de reconstruire un monde qui était parti un peu dans la poussière. Mais c'est pas une influence directe, parce que c'est vrai que j'ai été dans des musées, c'est vrai que j'ai la statuaire égyptienne en tête, mais au fond, quand je suis dans ma cabine de taille, j'ai pas beaucoup d'images, et je pars d'un bloc. Alors il y a des anciennes strates qui réapparaissent, et ça va peut-être de sculptures aztèques à des pièces cycladiques ou égyptiennes, mais je regarde assez peu les musées et les livres, et des fois quelqu'un me dit « Ah, tu vois, ça m'a fait penser à cette pièce », et puis je me dis « Ah oui, c'est vrai, il y a un rapport ». Il n'est pas direct chez moi, je dirais que j'ai un peu ça dans le sang, je dirais. J'espère, en tout cas j'espère, parce que j'espère qu'elles ont des vibrations qui sont un peu au-delà de l'objet. Au fond, une sculpture, voilà, on peut la prendre dans ses bras, on peut dire qu'elle s'arrête là, mais pour moi elle aurait un sens et une vie si elle a un écho qui la dépasse et qui fait qu'on peut rêver avec. C'est pour ça que je mets parfois des trous, il y a des trous qui traversent les pièces, ça permet à celui qui les regarde d'aller au-delà, de ne pas se fixer sur l'objet lui-même. Et alors peut-être que la pierre nous ramène de toute façon à quelque chose de très ancestral, parce que qu'on soit sculpteur ou pas, tout le monde prend un caillou dans sa main au bord d'une plage ou au bord d'une rivière, et qu'est-ce qu'on sent quand on a un caillou dans sa main? On sent quelque chose de très bienfaisant et de très, très paisible, parce qu'il nous relie à une autre échelle du temps. Un caillou, il a été formé sur des millions d'années par l'eau, par le soleil, par le vent, et il nous raconte cette histoire très délicatement en nous la chuchotant. Mais on peut la sentir, on peut l'écouter. Donc la pierre nous relie de toute façon à une autre temporalité. Alors là, il y a une série de pièces où on voit des marques du temps, on voit de l'usure. On voit aussi des marques qui ne pourraient pas être celles du temps, mais qui sont celles des hommes, visiblement. C'est pas un alphabet précis, ça pourrait aussi être une notation musicale. C'est pas ni de l'hébreu, ni des hiéroglyphes. C'est juste l'idée que l'homme a cherché dans son trajet ou à travers les générations à marquer le temps ou à marquer une certaine poésie ou une certaine recherche de la beauté. Alors peut-être que là, moi, l'idée, c'est que chacun puisse y mettre son histoire et construire un rêve sur ces petites annotations que je laisse très discrètes, parce que je ne veux pas qu'elles soient justement comme un texte qui s'impose, mais elles sont là juste pour situer que chacun a sa place. Alors c'est vrai que j'ai travaillé beaucoup de pièces en bronze, et ça depuis le début, depuis le tout début, le bronze m'a passionné, parce que on fait un original en plâtre pour avoir un bronze, donc le plâtre est une matière qui permet de faire des essais. Puis le bronze, il y a aussi la question des patines, et j'ai beaucoup travaillé les patines depuis les premières pièces que j'ai fait en bronze, parce que je lui donnais des fois des aspects plus minéraux, et j'ai fait des bronzes qui ne sont pas forcément bruns comme on a l'habitude, bruns brillants comme on a l'habitude de le voir dans les musées ou dans les pièces classiques. J'ai cherché des patines plus mates, qui se rapprocheraient de la pierre. Et puis j'aime bien jouer, parce que des fois mes bronzes ressemblent à des pierres et les pierres ressemblent à des bronzes. J'aime bien qu'il n'y ait pas une seule chose qui sorte, qu'il y ait un doute au fond dans une pierre, qu'il y ait un doute dans un bronze,
pour que celui qui regarde ait une question qui se pose en lui. J'ai toujours pensé que la musique touche quelque chose de très profond, qui n'est pas cérébral, qui est du niveau de la vibration, qui est du niveau de la respiration. Je pense que c'est une respiration mentale, la musique, et j'ai beaucoup aimé aussi bien sûr le silence qu'il y a dans la musique, la capacité d'avoir un espace entre deux notes. Alors dans la sculpture, c'est malheureusement l'inverse, parce que c'est quelque chose de très présent, la sculpture. La musique, elle est magique, et puis quand elle s'arrête, il n'y a plus rien. Enfin, il n'y a presque plus rien. Il reste des vibrations dans la tête. La sculpture, elle est là, elle est lourde, elle est présente, il faut la déplacer, c'est des tonnes, enfin bref. Mais il y a quand même un rapport, parce qu'il y a des vides. Si on écoute un chef d'orchestre, par exemple, quand il parle à ses musiciens, il va préciser comment on attaque un mouvement, comment le violon va démarrer sur la mesure, est-ce qu'il démarre en douceur, ou est-ce qu'il démarre d'une façon arrachée, comme ça, très nette. Et ça, c'est exactement si je parlais à mes pierres ou à mes bronzes, je leur raconterais un peu d'histoire. Est-ce que l'angle est vif ici, ou est-ce qu'il glisse dans l'espace? Est-ce qu'il y a un moment où il est plus saillant ou moins saillant? Voilà. Est-ce que les passages sont en douceur, ou bien tout d'un coup ils se marquent? Voilà, c'est ce rapport avec la musique qui m'a toujours passionné. Oui, alors c'est vrai que c'est des pièces, elles sont souvent plutôt généreuses et féminines, avec des parties où on peut se blottir, qui nous invitent à se rapprocher, à caresser un ventre, ou caresser. Donc je les voudrais un peu à deux sexes, ou réunissant un peu la féminité et la masculinité, ou les attributs qui leur sont attachés. Disons, il y a quelque chose qui est doux, ou bien qui est coupant en même temps. Une pièce qui serait que douce m'ennuierait, et puis une qui serait que dressée m'ennuierait aussi. J'ai besoin de lier, de retrouver un espace où les choses sont encore réunies. Mes sculptures, elles ont une peau, hein. Je pense qu'on peut les toucher, elles ne sont pas seulement la forme, hein, mais il y a une peau qui amène peut-être cette sensualité. Et je pense que vu que j'ai recherché un espace où me réfugier, où me réorganiser un monde spirituel et ludique, j'ai aimé aussi travailler la peau, parce que la peau, c'est le premier... Si quelqu'un va mal, on va le prendre dans les bras, on va lui faire une caresse, on ne va pas lui parler. Les mots sont très maladroits par rapport à l'accueil. Le plaisir de toucher ou de prendre quelque chose avec ses mains est très fort. Donc j'ai cherché la peau de ces pièces et une certaine sensualité qui nous accueille. J'ai fait un séjour en 96 où je suis resté 6 mois dans le désert égyptien, et j'ai fait toutes ces pièces en bronze qui sont là-haut sur la mezzanine. Alors celles-là, elles nous regardent, elles ont une façon de s'adresser à nous. Cette période d'Égypte a changé beaucoup mon travail, parce qu'avant il y a des pièces qui allaient un peu dans tous les sens, et avec ce séjour de 6 mois en Égypte, j'ai fait des pièces avec moins en musique on dirait avec moins de notes. Voilà, j'ai essayé de composer en me disant 3 notes, si elles sont justes, ça suffit, il n'y a pas besoin d'en mettre 250. Alors là, c'est les conversations secrètes. C'est un groupe de 3 sculptures. C'est une sculpture, elles vont ensemble. J'avance souvent par intuition, donc j'avais fait cette sculpture-là. Et puis je trouvais elle avait besoin d'un vis-à-vis. Enfin, elle allait vers quelque chose. Et je lui ai fait la deuxième. Et puis quand il y avait les deux, je trouvais ça tournait pas encore assez bien dans l'espace. Et j'ai fait la 3e pièce, c'est des pièces en fer, donc c'est du fer direct, c'est des tôles de 6 mm soudées. Techniquement, c'est une assez grande difficulté, mais ce jeu de 3 pièces me permettait aussi de parler des vides, parce que je trouve que ce qu'il y a entre les sculptures parle aussi, et c'est pour ça que je les ai appelées les conversations secrètes, parce qu'il y a un jeu de ce qui est en soi-même et de ce qui est en soi-même vers l'autre ou entre l'autre.